Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de comment s'appuyer sur Microsoft 365 Éducation pour l'enseignement hybride. Et pour ça, on aura 3 intervenants côté Progélis plus le retour d'expérience client. Bonjour, je vais commencer. Bernard Decker, le directeur commercial de Progélis pour la région Grand Sud. Et j'ai notamment en charge la relation commerciale avec l'ensemble des structures dans le domaine de l'enseignement au sens large. J'ai également la relation avec le monde de la santé et les collectivités locales et territoriales. Bonjour, Grégory Chambrier. Donc, je suis consultant dans l'agence d'Aix-en-Provence de Progélis, donc sur la partie identité, messagerie et Teams. Bonjour, je suis Sandrine Destry, je suis consultante accompagnement au changement donc pour l'agence Grand Sud à Aix-en-Provence. Et du coup, moi, j'accompagne nos clients sur la conduite du changement et sur l'adoption des outils Office 365. Et le meilleur pour la fin, Axel. Bonjour à tous, Axel Dubo. Donc je travaille pour le programme de transition numérique du gouvernement princier et j'interviens sur les sujets de l'éducation. Voilà, pour le primaire, le collège et le lycée en principauté. Merci Axel, merci pour ta présence. Donc aujourd'hui, on va voir comment s'adapter aux nouvelles conditions d'enseignement avec Microsoft 365 Éducation. Un retour d'expérience client donc avec Axel qui vient de se présenter. Également, comment gérer les différentes identités et la gouvernance, puis comment accompagner les enseignants et les élèves. À la fin de ce webinaire, il nous restera un petit peu 5 bonnes minutes pour poser vos différentes questions si elles n'ont pas été répondues pendant ce webinaire. Merci Romaric. Donc sur la première partie, on va recontextualiser ce qu'on nous on appelle l'enseignement hybride ou la classe hybride, sachant qu'on peut aussi parler de continuité pédagogique. Et puis je donnerai la main à Sandrine pour une présentation de Microsoft 365 Éducation et également une partie de démonstration pour qu'on rentre aussi un peu dans la plateforme et la solution. Donc on est un peu dans l'actualité, même vraiment beaucoup dans l'actualité, notamment avec la fermeture des écoles et collèges, lycées et la réorganisation des vacances scolaires. Sachant que voilà, il existe au niveau de l'éducation nationale un plan de continuité pédagogique dont l'objectif principal est de poursuivre les apprentissages de façon régulière dans tous les niveaux, toutes les disciplines et pour tous les élèves. Donc il y a effectivement par rapport à ce plan différentes situations avec de l'accueil par niveau, de l'accueil en demi-groupe, et également parfois, ce qui est le cas actuellement, la fermeture d'établissements. Ce qui est certain, c'est que par rapport à cette situation, qui pour l'instant peut paraître temporaire, mais qui peut-être dans la durée va se pérenniser, c'est que finalement cette crise, elle replace le numérique au cœur de l'enseignement et que là, on n'est pas uniquement sur l'utilisation de plateformes ou d'outils, c'est qu'il y a des vrais impacts et des vrais changements dans les pratiques pédagogiques. Ça s'illustre par exemple sur ce type de flyer ou d'informations communiquées par l'Académie de Clermont-Ferrand. On voit bien que voilà, pour réussir cette continuité pédagogique, l'outil numérique est un des éléments, mais il est loin d'être le seul, qu'il y a beaucoup d'impact en fait dans la façon dont on organise l'enseignement à distance, sachant que voilà, quand on vit ça en tant que parent, là c'est un peu le retour d'expérience personnelle, c'est qu'on a le sentiment en fait qu'aujourd'hui les enseignants ne sont pas forcément prêts. Il y a certainement des aspects de prérequis techniques, prérequis aussi au niveau des outils, mais il y a aussi des façons de faire qui sont aujourd'hui en apprentissage, hein, et je pense que là, il y a beaucoup à travailler au niveau de cette population d'enseignants. Et ce que propose aujourd'hui Progélis, on en parlera un petit peu après avec Sandrine et avec des exemples d'accompagnement, c'est justement d'accompagner les enseignants, quels que soient les niveaux ou les structures, dans comment je vais adapter mes pratiques pour que le lien soit conservé avec mes élèves. Et là, effectivement, tout l'apport d'Office 365 peut, à mon avis, se trouver là, parce qu'il existe beaucoup d'outils, beaucoup de plateformes aujourd'hui, beaucoup de NT
qui globalement répondent aux besoins de continuité pédagogique. Maintenant, ce qu'on ressent, nous, en tant que parents, et aussi professionnels de l'informatique et des plateformes, c'est que Office 365 peut apporter ce lien, c'est cet aspect un peu inclusif de l'enseignement, de l'appartenance à une classe, ou à un groupe, ou à un niveau, ou à des travaux pratiques, des travaux dirigés, ce qu'on a du mal à avoir avec ce qui existe actuellement. Donc le positionnement de 365, en dehors de ce que ça apporte fonctionnellement, dans l'illustration, il sera faite par Sandrine, pour moi, c'est vraiment ce lien que nous, on vit en tant que collaborateurs. On est en télétravail en permanence, donc on voit bien ce que c'est qu'aujourd'hui évoluer dans une équipe Teams, et on imagine bien ce que ça pourrait être demain pour des élèves et des enseignants, d'avoir des classes dans lesquelles ils vont se retrouver et pouvoir enseigner quasiment aussi pratiquement que ce qui est fait en présentiel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc Office 365 ou Microsoft 365, donc c'est gratuit quand il s'agit d'utiliser les services en ligne. Donc c'est gratuit à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Ça peut devenir payant du moment que vous souhaitez déployer la suite Office, soit pour un enseignant, soit pour un élève sur son poste de travail. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, partez du principe que l'ensemble de cette plateforme est gratuite et illimitée en nombre d'utilisateurs de la plateforme. Par contre, c'est réservé à des établissements d'enseignement agréés. Et donc, pour le savoir, en fait, vous aurez des liens là dans la présentation qui vous sera transmise. Vous pouvez aller sur Internet, faire le démarrage en fait d'Office 365 Éducation en tant que période d'évaluation sur 30 jours, et ensuite rentrer dans un processus d'agrément ou d'accréditation par Microsoft, qui, à partir du moment où vous aurez démontré votre qualité de centre d'enseignement agréé, va valider votre tenante Office 365 avec un nombre de licences extrêmement important. Ça s'adresse à tout type d'établissement d'enseignement. J'en ai cité quelques-uns, il y en a peut-être d'autres que j'aurais omis. Donc ça va sur tous les niveaux, ça va sur les établissements publics ou privés. Donc il faut vraiment pas hésiter du moment que vous allez voir la valeur ajoutée que pourrait vous apporter cette plateforme. Là actuellement, dans les établissements de santé, on a beaucoup de demandes sur les instituts de formation en soins infirmiers ou en soins médicaux, plus largement. Donc des structures qui agissent au sein des établissements de santé et qui créent leur propre environnement pour pouvoir bénéficier notamment des valeurs ajoutées ou des apports fonctionnels de la plateforme Office 365 Éducation par rapport à ce qu'apporte basiquement cette plateforme pour les organisations qui ne font pas d'enseignement. Donc c'est là où je vais laisser la main à Sandrine. Sur la slide d'après, effectivement, Sandrine, je te donne la parole. Oui, merci. Oui, du coup, quand on parle d'Office 365 et particulièrement pour l'éducation, en fait, on parle bien plus largement que ce que tout le monde connaît des outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint. Ce sont vraiment des services collaboratifs en ligne auxquels vous allez pouvoir accéder, notamment la messagerie, des outils de stockage, de partage, des outils de création de documents. Et là, vous avez un petit peu un ensemble d'outils sur lequel vous allez pouvoir travailler et qui répondent en fait à des usages bien particuliers de communication, de partage d'expérience. Il y a des fonctionnalités qui sont quand même spécifiques à l'éducation. Donc notamment, là, on voit précisément, c'est le bloc-notes pour la classe. On va avoir des fonctionnalités dans Teams qui sont aussi spécifiques à l'éducation, comme le devoir, enfin la partie devoir, les notes également. Et dans Microsoft Teams, tout se passe un peu au même endroit. Donc, que ce soit les classes, les réunions, les devoirs, le partage de fichiers, la collaboration. Donc, vous allez vraiment retrouver
différentes fonctionnalités d'animation, de modération de réunion. Donc, par exemple, vous allez avoir le partage d'écran, la fonctionnalité de lever la main, le tableau blanc collaboratif pour pouvoir collaborer avec vos élèves. On va retrouver également des fonctionnalités vraiment de collaboration au sein vraiment de la classe virtuelle, qui est Teams, notamment avec le devoir et avec le bloc-notes pour la classe. Donc, Microsoft Teams va vraiment vous permettre de retrouver un peu votre classe virtuelle et de bénéficier de différentes fonctionnalités qui sont dédiées à cette collaboration, aussi bien entre les enseignants et les élèves. Et on va voir qu'en fait, avec Office 365, on va pouvoir mettre en place des usages dans un contexte de collaboration, mais aussi de mobilité. Et donc là, on va s'appuyer sur des ressources en ligne et on va pouvoir on va pouvoir bénéficier d'une souplesse au niveau des usages. Donc notamment, on va pouvoir créer des supports de présentation, des contenus dynamiques. On va pouvoir accéder à des outils de collaboration, de partage, de coédition en temps réel. On va pouvoir faire de l'enseignement à distance, notamment avec Teams, et d'avoir une classe virtuelle. On va comme ça aussi accéder à des outils d'évaluation, de devoirs, de questionnaires, et pouvoir avoir des usages au niveau de la pédagogie innovante et de la classe inversée. Donc voilà, il y a une multitude d'usages collaboratifs qui vous sont proposés avec Office 365. C'est pas une liste exhaustive, mais ça donne quand même un champ des possibles et des usages qui sont du coup appréciés avec les outils qui seront mis à disposition. Mais je pense que le plus important, ça va être la démonstration. Donc, je vais pouvoir... Sandrine, oui. Ouais. Sandrine, peut-être juste avant de te lancer sur la démo, merci pour cette introduction. Là, on va montrer des choses assez avancées en fait sur Office 365 Éducation. Par contre, dans le quotidien des parents et des élèves, souvent ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, la difficulté pour avoir un référentiel commun, à la fois d'outils de production de documents, parce que souvent les élèves n'ont pas forcément la suite Office ou pas forcément les bonnes versions. Parfois les enseignants n'ont pas eux aussi la bonne version ou la suite Office. On est plutôt sur des solutions open source. Des difficultés pour transmettre des documents. Donc ça ne va pas forcément être illustré sur ta démonstration. Mais on est d'accord que rien que ça, déjà d'avoir cette plateforme commune avec des moyens d'échange et de production de documents qui soient harmonisés, c'est un gain de temps et de flexibilité et de facilité qui de toute façon n'existe pas forcément aujourd'hui, même sur les ENT, puisque la production déjà de documents, elle vient par Office ou par LibreOffice. Et donc là, l'apport de 305, rien que par rapport à ça, il est déjà, je pense, moi, énorme, et il est gratuit. Donc la démo, à toi de jouer. Je prends la main. Et là, en fait, je me retrouve sur mon environnement de classe, donc en tant qu'enseignant, avec un compte donc pour le coup de démonstration. Mais en fait, voilà, lorsque un enseignant va se connecter à Teams, il va retrouver l'ensemble de ses classes. Donc évidemment, un enseignant va avoir autant de classes qu'il a autant de Teams classes qu'il va avoir de classes. Donc là, je vais rentrer dans ma classe qui s'appelle Anglais 6e A. Il va falloir un peu considérer Teams classe, la classe Teams, comme un peu le centre d'apprentissage. On va pouvoir créer des équipes, mais des équipes qui vont être des classes. Mais on va pouvoir également créer des teams pour des activités extrascolaires, par exemple, ou pour un projet pédagogique qui va réunir différents élèves de plusieurs classes. Donc, on va comme ça pouvoir collaborer de différentes manières. Et à l'intérieur de sa classe, de chaque classe, en fin de compte, l'enseignant va être propriétaire lui, de sa classe, et les élèves vont être membres, considérés comme des membres, donc avec évidemment des droits qui vont être différenciés. L'enseignant va pouvoir structurer un petit peu sa classe en créant des canaux, ce qu'on appelle des canaux, donc c'est ce qu'on voit ici.
Donc général, premier trimestre, remédiation, vidéo. Donc ça, ce sont les canaux que moi j'ai créés et qui sont dédiés à ma classe. C'est un petit peu des sections sur des sujets particuliers. Donc ils peuvent correspondre à différents chapitres d'un livre ou d'un concept important, par exemple, de votre cours. Donc ça, c'est à l'enseignant de structurer, j'ai envie de dire, sa classe comme il l'entend. On ne va pas forcément avoir une équipe classe qui va ressembler à une autre équipe classe. Hein. Donc voilà, c'est important que l'enseignant puisse organiser, structurer sa classe comme il le souhaite avec ses propres canaux. Et on va pouvoir utiliser de différentes manières. On va pouvoir avoir des canaux publics, donc qui seront disponibles à l'ensemble des élèves. Et on va pouvoir également avoir des canaux privés. Là, c'est ce qui est représenté par un petit cadenas. Et qui seront pour un groupe d'élèves, par exemple, ou seulement pour l'enseignant qui va vouloir, lui, peut-être mettre des choses dans son canal, mais de manière un peu plus privée. On va pouvoir envisager de créer des canaux pour des projets de recherche ou pour des espaces d'études collaboratifs. Donc voilà, on va pouvoir comme ça structurer sa classe avec différentes thématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les canaux vont être vraiment conçus comme des espaces de collaboration où les membres, donc les élèves, vont avoir des espaces de conversation, de publication, et on va avoir aussi des espaces de stockage de fichiers. Donc, on va comme ça avoir des espaces collaboratifs qui sont en fait communs à l'ensemble des membres qui composent la classe. À la création d'une classe, d'une équipe classe, on va avoir un canal qui est par défaut, c'est le canal général, qui est un peu particulier, puisque en fait, on va retrouver dans la partie fichier un dossier qui va s'appeler support de cours et qui va être important pour l'enseignant parce que ça va être un endroit où il va pouvoir stocker des ressources, des cours, peu importe le cours, hein, que ce soit en PDF, en Word, en PowerPoint, des images, mais qui seront en fait accessibles en lecture seule par les élèves. Donc les élèves vont pouvoir aller voir, mais ne pourront pas modifier le document, ne pourront pas le supprimer. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ce canal général. Et dans ce canal également, on va avoir des onglets qui seront spécifiques aussi, qui est la partie devoirs, où on va pouvoir créer des devoirs et les assigner à ses élèves. Et on va également avoir un onglet qui s'appelle Notes et qui est aussi spécifique, où on va en fait retrouver toutes les notes qui concernent l'ensemble des devoirs, des exercices qui auront été attribués par l'enseignant. Sandrine, je me permets de te couper. Dans le chat, il y a une question. Oui. Pour intégrer des participants dans un canal, il faut rentrer manuellement chaque adresse mail des étudiants ou des élèves? Alors, on peut faire comme ça, mais il y a des outils, et ça sera explicité par Grégory tout à l'heure, qui existent et qui vont pouvoir justement implémenter l'ensemble des élèves de manière un petit peu automatisée pour éviter justement de rentrer les élèves un par un dans chaque classe. Ce qu'on peut peut-être juste dire quand même, Sandrine, c'est qu'il y a deux façons de l'intégrer dans une équipe ou dans une classe une personne. En fait, c'est soit la personne dispose d'un compte sur Office 365, et là, souvent, ça veut dire que c'est géré, et ça, c'est ce que Grégory va décrire. Oui. Ou l'autre possibilité, c'est d'inviter des personnes donc en tant qu'invité. Là, c'est vraiment quand on est sur des petites structures ou qu'on veut faire des choses assez rapidement sans rentrer dans une urbanisation trop importante. Et là, effectivement, on peut inviter des personnes à rejoindre l'équipe ou la classe à partir d'une simple adresse email. Tout à fait.
Du coup, je reprends la main sur la partie démonstration. Donc, je disais que c'est ici, en fait, dans l'onglet notes, qu'on allait pouvoir retrouver l'ensemble des notes des élèves. On va pouvoir aussi avoir un statut sur le devoir. Donc, est-ce qu'il a été remis? Est-ce que ça a été consulté? Est-ce que ça a été attribué? Donc, voilà, on va pouvoir comme ça avoir un certain nombre d'indications sur l'attribution du devoir. Et le devoir, en fait, c'est quelque chose qui va être important, en tout cas ce qui est vraiment spécifique au Teams Éducation, c'est qu'on va pouvoir facilement créer des devoirs, les assigner aux élèves, mais j'ai envie de dire le mot devoir est presque réducteur, puisqu'on va pouvoir facilement attribuer des tâches, hein, c'est pas forcément des devoirs, hein, ça peut être toute tâche. Ça va être par exemple du travail formatif, des préparations, du travail de fin d'année, du travail en classe, du travail à domicile. Donc vraiment, on va pouvoir très facilement proposer différents exercices, différents devoirs et permettre aux élèves de travailler sur leur propre copie. C'est un petit peu, en fait, c'est le principe un petit peu de distribution. C'est comme un outil de distribution. En fait, vous allez créer un devoir et ça va distribuer le devoir à l'ensemble de chaque élève. Donc, c'est assez simple. Il suffit tout simplement d'aller sur créer un devoir. Là, on a plusieurs propositions de création de devoir. Donc, soit on part d'un devoir vierge. On va pouvoir créer un questionnaire et derrière c'est tout simplement un questionnaire Forms qu'on va pouvoir créer, notamment pouvoir proposer du QCM, des textes, une évaluation par exemple avec du texte, un classement, et voilà, etc. On va même pouvoir repartir d'un devoir existant. Donc il suffit qu'on ait créé un devoir pour une classe, on va pouvoir aller reprendre ce devoir et le réattribuer à une autre classe. Et lorsqu'on est dans cette partie devoir, c'est très très simple d'utilisation, hein. Il va nous demander de créer par exemple un titre. Donc je marque exercice prétérite. Je vais pouvoir y associer une catégorie. Donc par exemple, si vous avez envie d'indiquer aux élèves est-ce que c'est un exercice sur une lecture, une rédaction, vous allez pouvoir comme ça ajouter des étiquettes. Vous allez pouvoir ajouter une consigne, donc des instructions. On va pouvoir ajouter facilement des ressources. Donc, ajouter une ou plusieurs ressources. Donc là, on va avoir le choix d'aller chercher la ressource soit dans un OneDrive, donc d'un fichier qui aurait été stocké dans un OneDrive. On va pouvoir aller également chercher des ressources qui sont dans le bloc-notes pour la classe. On va pouvoir mettre à disposition un lien Internet, par exemple. Ou on va pouvoir aller rechercher des fichiers qui sont déjà dans la classe ou qui sont sur l'ordinateur, donc dans l'explorateur de fichiers. Moi, je vais aller rechercher du coup le document. Voilà, donc là, c'est tout simplement un document Word que je vais joindre comme ressource. Et je vais pouvoir comme ça ajouter une vraiment ou plusieurs ressources assez facilement en fin de compte. Je vais aller chercher dans support de cours, voilà, et je vais mettre à disposition de mes élèves. Je vais pouvoir également attribuer des points, ajouter un barème que j'aurais déjà créé. Donc là, typiquement, c'est un barème de description, de présentation. Et je vais pouvoir, comme ça, y associer des critères d'évaluation et une notation par rapport justement à savoir si on est capable, est-ce que c'est tout bon, donc on a 3 points, est-ce que du coup c'est insuffisant, donc là on a 0 point, et on va pouvoir comme ça jouer sur la pondération et décider que par exemple un critère d'évaluation est peut-être plus important qu'un autre, donc je vais pouvoir comme ça pondérer mon critère. J'ai juste après à le joindre. Ça sera visible par les élèves qui pourront également, eux, faire attention justement aux critères qui seront attendus sur l'exercice.
critères d'évaluation qui seront attendus sur l'exercice. Je vais pouvoir facilement l'attribuer à toute ma classe ou seulement à quelques élèves de ma classe. Donc là aussi, pour de la remédiation ou pour des élèves qui auraient fini un peu plus tôt, par exemple, ou qui auraient des difficultés, vous allez pouvoir comme ça décider de sélectionner une partie ou la totalité des élèves qui composent votre classe. Et ensuite, vous allez indiquer une date d'échéance, donc à laquelle les élèves vont devoir vous remettre l'exercice ou le devoir. Donc là, le 9, et on va dire qu'ils ont jusqu'à 17 h pour remettre le devoir. Et je vais pouvoir comme ça facilement après l'affecter à l'ensemble de ma classe. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne du côté élève, parce que c'est important de voir aussi la vue des élèves, ce qu'on n'a pas forcément côté enseignant. Déjà, c'est qu'on a vu très rapidement que le devoir a été assigné. J'ai reçu une notification, moi, en tant qu'enseignant, que mon devoir a bien été publié. Et là, je vais aller du coup me connecter en tant que mon élève, donc un élève de 6e, et je vais voir que j'ai reçu également une notification, et je vais voir que du coup, mon enseignant a assigné un devoir donc, sur le prétérit. Donc, ça se met dans le canal de publication, en fait, dans l'onglet de publication, mais je vais également pouvoir facilement le retrouver dans mon onglet devoir de ma classe. Et là, je vois que j'ai un exercice sur le prétérit et que je dois a priori le faire pour demain, 17 h, et que ça vaut 10 points. Et là, en tant qu'élève, je vais pouvoir très facilement aller ouvrir le document. Donc, j'ai plusieurs options, soit directement dans Teams, soit dans Word, soit dans la version en ligne. Et je vais pouvoir travailler sur mon document sans quitter Teams. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fin de compte, Teams devient une porte d'entrée où l'enseignant va mettre à disposition des ressources auprès de ses élèves. Et les élèves vont pouvoir facilement y accéder, toujours depuis Teams, sans aller à chaque fois rechercher un document, que ce soit un document sur Internet, que ce soit sur un manuel, par exemple, que ce soit sur l'explorateur de fichiers d'un ordinateur. Tout est bien centralisé au même endroit. Ça évite aussi pour l'élève de se perdre à un moment donné dans toutes les ressources qui lui sont mises à disposition. Sandrine, il nous reste 2 minutes sur la démo. Oui. Si tu as des choses encore à présenter. Oui, du coup, je vais terminer par le bloc-notes pour la classe, hein, qui est du coup aussi un outil qui est un peu spécifique à l'éducation. Le bloc-notes pour la classe, ça va permettre aux enseignants de pouvoir organiser et de pouvoir structurer ces cours, en fin de compte, de pouvoir mettre à disposition différentes ressources et aussi de pouvoir structurer le travail de ces élèves. Il faut savoir qu'en fait, directement avec Teams, vous avez un onglet qui s'appelle Bloc-notes pour la classe et qui va reprendre du coup l'ensemble de vos élèves. Et vous allez comme ça pouvoir travailler un petit peu comme c'est à l'instar d'un classeur en fait papier. Ça reprend le même principe, c'est un classeur virtuel. Vous allez pouvoir créer des sections qui ressemblent à des intercalaires et à l'intérieur de ces intercalaires, vous allez pouvoir créer des pages. Et là, on voit que j'ai structuré un petit peu mon bloc-notes avec mes différentes ressources de l'année que je vais pouvoir comme ça mettre à disposition de mes élèves. En ajoutant en fait différents types de contenus, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, et permettre à mes élèves également de pouvoir y accéder très facilement. Et là, il y a un enjeu aussi qui est très important, c'est aussi de pouvoir permettre aux élèves d'accéder à l'ensemble en fait, des ressources qui sont mises à disposition de la part de l'enseignant. Et il y a aussi un enjeu un petit peu d'allègement du poids du cartable, qui est une vraie problématique. C'est-à-dire que là, en fin de compte, l'enseignant va distribuer ses copies à l'ensemble de ses élèves et chaque élève va pouvoir ensuite aller revoir la leçon, revoir le cours tel que l'enseignant l'a mis en place, l'a mise en forme sans perdre d'informations. Donc voilà un petit peu là sur les spécificités qui sont intéressantes. Sandrine. Côté enseignant, on avait une petite question de savoir comment les membres peuvent accéder aux canaux privés. Comment ça se passe côté canaux privés du coup?
En fait, c'est l'enseignant qui va, dans le canal, désigner quels sont les membres, donc les élèves, qui vont du coup intégrer ce canal privé. Donc, c'est à lui après d'aller rajouter, lorsqu'il va créer un canal privé, quels sont les membres qui vont faire partie de ce canal privé. Donc, on peut très bien imaginer un enseignant qui crée en fait je ne sais pas, pour un projet, plusieurs groupes avec, je ne sais pas, des groupes d'élèves à 5. Il va à chaque fois dédier ce canal privé à 5 élèves en particulier. Donc, c'est lui qui va les rajouter ensuite. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Donc maintenant, on va passer au retour en question sur les grandes thématiques autour de Microsoft 365 avec Monsieur Axel Dubo, du coup, pour l'éducation nationale de Monaco. Donc, première question, quelle est la particularité de l'éducation à Monaco contrairement à celle en France? Alors, pour que tout le monde l'ait bien en tête, donc les établissements publics de Monaco fonctionnent donc comme des réseaux d'établissements d'enseignement français à l'étranger, donc ce que vous connaissez probablement sous le nom lycée français. Donc, ça implique deux choses, c'est que donc, les établissements suivent les programmes scolaires français, donc tout ce qui est contenu, sujet d'examen, etc. Par contre, ils sont indépendants dans leur gestion et leur gouvernance. Donc typiquement en France, là où les écoles, collèges et lycées vont être gérés par différentes collectivités territoriales, à Monaco, c'est géré de façon centralisée par la direction de l'éducation nationale, et ce qui permet au quotidien un peu plus de cohérence et de fluidité dans la gestion. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous dire comment vous avez entendu parler de Microsoft 365 Éducation? Alors, on n'en a pas vraiment entendu parler puisque historiquement, en fait, les outils Office notamment équipaient les ordinateurs partagés dans les établissements de Monaco, donc typiquement dans les salles informatiques, ce genre de choses. Quand on a voulu aller un petit peu plus loin et vraiment intégrer le numérique au quotidien en équipant nos professeurs et nos élèves d'un PC portable individuel, il nous semblait naturel de rester sur un environnement Microsoft puisque voilà, c'était ce qui était connu des utilisateurs et ce qui était le plus facile à prendre en main. Et par ailleurs, tout ce qui est la suite Teams répondait bien à nos enjeux pédagogiques, que ce soit en termes de partage de documents, de fonctionnalités type devoir, tableau blanc, etc., de stockage, de chat, de visioconférence, etc. Donc voilà, c'était assez naturel, c'était pas du jour au lendemain, mais c'était assez naturel de rester sur Microsoft 365. D'accord. Et concernant du coup l'accompagnement, la mise en place, comment ça s'est passé au sein des écoles à Monaco? Alors, effectivement, donc lorsqu'on a voulu équiper donc individuellement, encore une fois, nos élèves et nos enseignants, on avait un petit peu identifié 3 gros chantiers. Un chantier technique qui était tout ce qui va être création des teams, justement, rattachement des professeurs et des élèves à leurs teams. Donc ça, c'était un premier aspect. Donc là-dessus, on avait fait appel à Progelis donc pour cette partie technique, vraiment voilà, de paramétrage des teams. On avait un deuxième chantier qui était très important pour nous, qui concernait en fait la sécurité, et notamment la sécurité des données échangées sur Microsoft. Donc nous, on a pris le parti de chiffrer ces données avec des clés de chiffrement. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais c'est une des fonctionnalités que permet Microsoft 365. Et donc, pour ce chantier-là, on avait aussi mandaté Progelis pour faire ces paramétrages de sécurité. Voilà, donc les 2 chantiers sont plutôt bien passés. On a eu des interlocuteurs à chaque fois de qualité, et donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin et puis de leur confier aussi un chantier plus pédagogique, dans le sens où on a mis à disposition de nos enseignants une formation continue. Donc en fait, c'était une permanence dans nos établissements d'experts Microsoft 365 pour pas en fait dispenser des formations un peu descendantes imposées aux enseignants, mais qui puissent venir avec une problématique lorsqu'ils ont un moment dans leur agenda et qu'on leur réponde et qu'on les accompagne. Et donc sur ce dernier chantier pédagogique, donc c'est Sandrine qui a été en charge de ce kiosque, on a appelé ça un kiosque pédagogique. Et donc voilà, encore une fois, sur ce dernier chantier, à la fois l'organisation, donc en libre service, et puis
l'accompagnement de Sandrine a été vraiment un plus pour nos enseignants qui nous l'ont fait remonter. Donc voilà, on a été sur ces 3 chantiers prioritaires et à chaque fois, on a été accompagné par Progélis. Ok, on parlait du coup d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un peu les échanges que vous aviez eus avec Progélis du début de projet jusqu'à maintenant? Alors, voilà, je vous le disais, ça a été assez progressif, hein. On a été vraiment au début sur une relation assez traditionnelle de fournisseurs de services techniques, hein, je vous le disais, sur des questions de paramétrage, d'import Excel, enfin voilà, des choses assez basiques. Petit à petit, comme ça s'est bien passé et que voilà, la relation était assez fluide, on est monté petit à petit plutôt dans une logique un peu plus partenariale. Bernard, donc, qui est autour de la table, connaît bien maintenant le fonctionnement des établissements. Et donc, petit à petit, avec cette connaissance, avec cette relation, on a pu monter sur des sujets un petit peu plus pédagogiques. Et aujourd'hui, voilà, sur les sujets Microsoft 365, que ce soit technique, sécurité ou pédagogique, voilà, Progélis est devenu un interlocuteur important de l'éducation nationale. Merci beaucoup. Et du coup, comment est réellement utilisée la suite Microsoft 365 Éducation au sein de vos établissements? Alors, si on parle un peu d'usage, donc Sandrine en a déjà pas mal parlé. Nous, ce qu'on avait identifié donc avec nos enseignants sur les apports du numérique dans la pratique pédagogique, c'était à peu près 6 cas d'usage, donc qui sont listés à l'écran. Donc tout ce qui était évidemment partage et mutualisation de ressources pédagogiques. Tout ce qui était devoir, quiz en ligne, évaluation un petit peu facilitée par le numérique. On avait un gros chantier autour de la visualisation, de l'impression 3D, etc. En langue notamment, on faisait beaucoup appel au montage audio, vidéo, etc. Et puis on avait aussi des problématiques de communication, donc on en a parlé, communication individuelle, collective, synchrone, donc en chat ou asynchrone. Et enfin, on avait des problématiques d'enseignement à distance, de continuité pédagogique. Donc voilà, sur ces 6 grands cas d'usage, en fait, la suite Microsoft nous permet d'en couvrir 4. Donc tous sauf la 3D et puis le montage vidéo finalement. Et donc voilà, elle correspondait bien par ses fonctionnalités aux besoins des enseignants. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pu partir sur cette solution et pas, par exemple, redévelopper quelque chose from scratch qui aurait été très long et qui ne correspondait pas à nos besoins en termes de calendrier pédagogique. D'accord. Et dernière question, du coup, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, on a donc lancé notre collège numérique cette année scolaire, donc 2020-2021. Donc, nos professeurs et nos élèves ont évidemment été formés. Les enseignants ont pu bénéficier de cette formation continue, je vous le disais. Malgré tout, on a toujours envie qu'ils progressent sur les outils et puis petit à petit qu'ils s'emparent d'applicatifs un petit peu plus spécifiques. Donc, le bloc-notes dont parlait Sandrine, Sway, donc, qui vous permet de faire des présentations un petit peu plus sympas que PowerPoint, l'applicatif Stream qui permet aussi de partager du contenu vidéo sans passer par YouTube. Donc là, on rentre petit à petit dans de la formation sur des outils plus spécifiques. Donc ça, c'est notre premier enjeu, continuer de faire progresser nos utilisateurs. On a aussi un gros enjeu qui est la transition avec l'année prochaine. Donc comment on va archiver l'ensemble des ressources des élèves, comment on va pouvoir écraser les Teams de cette année pour créer ceux de l'année prochaine. Donc ça, c'est un des gros enjeux de cette fin d'année scolaire. Et enfin, je vous le disais, on a lancé le collège. Donc là, l'idée pour l'année prochaine, c'est de lancer le lycée. Donc pareil, d'équiper nos lycéens d'un ordinateur individuel et puis de toute la suite pédagogique logicielle qui sera nécessaire à leur enseignement. Donc voilà, 3 gros enjeux. On espère qu'on va être au rendez-vous des 3. On espère aussi. Merci beaucoup en tout cas Axel pour ce retour d'expérience. Là, on va parler plutôt technique. Du coup, après cette présentation bien pédagogique, je vais vous présenter un outil donc, qui s'appelle School Data Sync, qui est un outil Microsoft disponible dans tous les tenantes éducation. Donc vous y aviez accès de façon, comme disait Bernard, de façon gratuite.
cet outil, il permet notamment de faciliter la création de vos teams de classe grâce à une automatisation. Pour éviter que vous ayez à créer manuellement tous vos teams et ajouter les membres un par un, ce qui est un peu fastidieux. Donc cet outil va vous permettre, grâce à l'import de fichiers CSV, de créer automatiquement les teams. Donc en fait, l'idée est de récupérer les informations que vous avez dans votre système, dans votre NT en fait, où vous avez tous vos élèves, vos classes, etc. De le formater à un certain fichier voulu par Microsoft et de les importer grâce à cet outil qui permettra la création automatique des Teams et une synchronisation tout au long de l'année, ce qui permet que les Teams soient toujours, grâce à vos fichiers, soient toujours avec les mêmes propriétaires, les mêmes membres tout au long de l'année. Voilà, donc on peut passer Bernard sur... Voilà, merci. Grégory, c'est uniquement disponible dans les tenants éducation? Tout à fait, ouais. C'est un outil qui est uniquement disponible dans les tenantes éducation. Ouais. Donc, voilà, donc, pour ceux qui ne sont pas du monde de l'éducation, il n'y a pas cette possibilité. Donc ça a été fait vraiment pour les classes. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe. Rapidement, donc il faut créer un profil de synchronisation. Donc il y a un intérêt, c'est que vous avez possibilité de vous baser, si vous avez déjà votre tenante en place avec vos élèves qui sont déjà créés, vous avez possibilité de synchroniser grâce à ces fichiers CSV et de fusionner en fait avec les élèves qui sont déjà présents. Donc soit vous utilisez cette fonction-là, soit si vous démarrez avec Office 365, vous pouvez générer des fichiers en créant les comptes des élèves et des enseignants directement. Voilà, donc c'est deux solutions. Donc c'est soit l'un soit l'autre, hein. Vous ne pouvez pas faire les deux avec le profil de synchronisation. Ce profil, il utilise donc certains fichiers CSV, hein, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Donc il va falloir fournir un fichier élève, un fichier enseignant, un fichier école, donc si vous avez plusieurs établissements à couvrir, le fichier correspondant à tous les teams que vous voulez créer, donc souvent donc les teams par classe, par matière. Voilà, donc comme on a vu avec Sandrine, hein, vous avez un Teams anglais 6e A, donc voilà. Et après, on va avoir deux fichiers qui vont être nécessaires pour la correspondance entre les enseignants et les Teams, et la même chose entre les élèves et les Teams. Voilà, donc c'est des fichiers qui sont, si vous avez les bonnes données, peuvent être réalisés assez facilement. Mais qui nécessite quand même d'être assez carré pour pouvoir créer des teams de façon assez ordonnée. Donc ce que vous pouvez faire également dans ce profil, vous avez possibilité de verrouiller le nom des teams qui vont être créés, parce qu'il faut savoir que, en effet, quand vous allez créer les teams, les professeurs seront propriétaires de ces teams, les élèves en seront que membres, et du fait qu'ils sont propriétaires, ils auront la possibilité de renommer le nom des teams, etc. En fait, ils ont vraiment tous les droits dans ces équipes. Vous avez possibilité de le verrouiller afin que de conserver une convention de nommage de vos équipes de classe pour que ça soit plus simple tout au long de l'année. Ensuite, vous pouvez définir une date de mise en place pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire que même si vous activez le profil de synchronisation et que vos équipes sont créées, les étudiants n'y auront pas accès tout de suite, ils auront accès uniquement à une certaine date. Il faut savoir que même si on ne remplit pas cette date de mise en service pour les étudiants, les professeurs doivent tout de même activer l'équipe. C'est-à-dire qu'ils
ils auront l'équipe qui va apparaître dans leur Teams, mais c'est eux qui vont décider quand ils vont l'activer pour que les élèves puissent visualiser le contenu. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de mettre une date de fin de synchronisation qui correspond la plupart du temps à la date de la fin de l'année scolaire, qui vous permettra après de gérer, donc comme le disait Axel, à la fin de l'année, il va falloir gérer la partie archivage, suppression des Teams. Qu'est-ce qu'on fait de ces données qu'on a créées tout au long de l'année? Voilà, donc le cycle de vie de ces équipes. Donc vous avez possibilité à la fin de la synchronisation de votre profil. Vous avez deux choix. Donc vous avez soit la possibilité d'archiver vos Teams ou de les supprimer. Donc en fonction de l'utilité de certains Teams, donc il y en a que vous ne voulez pas forcément conserver parce qu'ils n'ont pas d'utilité pour l'année suivante. Donc vous pouvez les supprimer directement. Sinon, vous pouvez les archiver. C'est-à-dire que vous allez conserver les équipes dans votre tenante, mais ils seront accessibles uniquement en lecture seule. Donc il n'y aura plus aucune modification possible sur ces équipes, mais ça permettra tout de même de continuer à pouvoir y accéder. Donc ça se fait assez facilement. À la fin de l'année, vous avez possibilité de générer un rapport de toutes vos équipes qui ont été créées dans ce profil. Donc ce rapport va générer un fichier CSV. Et c'est grâce à ce fichier que vous allez indiquer après ce que vous voulez faire. Donc vous allez soit archiver, soit supprimer, et après réimporter ce fichier afin que ça se fasse automatiquement. Ce qui vous permet d'archiver ou de supprimer les Teams de manière automatique et en masse. Sur cette partie-là, c'est toi ou c'est... je me souviens plus. C'est Sandrine? Non, je vais continuer sur cette partie-là. Donc suite, voilà, donc là on était sur la partie. Sachant qu'il faut qu'on accélère, Grégory, sinon on va jamais y arriver. Tout à fait, j'ai bientôt fini. Merci Bernard. Donc là, c'est pour vous illustrer quelques exemples de gouvernance, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'affecter différentes stratégies, que ce soit pour vos élèves ou pour vos enseignants, en fonction de ce que vous leur autorisez ou pas à faire. Donc que ce soit la conversation, modification, suppression des messages, des choses comme ça, que vous avez peut-être pas, vous ne souhaitez peut-être pas que les élèves aient les mêmes fonctionnalités que les enseignants. Voilà. Donc tu peux passer. Merci. Donc ça, c'était sur la partie conversation. On a également la possibilité de le faire sur la partie réunion. Donc si vous souhaitez peut-être pas forcément que des élèves créent des réunions entre eux, etc. Donc vous avez possibilité de bloquer ces fonctionnalités, d'autoriser ou pas également la vidéo et l'enregistrement des réunions. Donc c'est vrai que ces stratégies, elles sont souvent utiles aussi en fonction du niveau des élèves. Donc vous allez peut-être pas forcément mettre les mêmes stratégies, que ce soit pour des élèves qui sont au lycée ou des élèves qui sont en primaire, d'où l'intérêt de différencier le niveau des élèves. Voilà pour cette partie gouvernance. Merci, et je Grégory. laisse la main. C'est très intéressant. Sandrine, oui. Gros challenge, il reste 10 minutes. Donc je vais faire très vite. Je vais être concis. Du coup, sur la partie accompagnement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, un changement n'est jamais linéaire, pardon, mais il est constant, donc il va durer un petit peu tout au long du projet. Et l'objectif, nous, chez Progélis, c'est de pouvoir déjà, dans un premier temps, un petit peu, on fait une immersion en fait dans les usages, sur vos usages actuels,
L'objectif, c'est à travers des questionnaires, des ateliers, des entretiens, essayer de comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos usages, quels sont les freins que vous rencontrez, pour arriver un maximum à contextualiser les freins, les bloquants. Et on le fait à travers des ateliers participatifs. Donc, typiquement, on utilise des outils comme Klaxoon, par exemple, où on va faire en sorte que les participants puissent interagir et nous remonter. Donc, c'est très participatif. L'objectif, vraiment, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et là, typiquement, ce sont des captures d'écran d'ateliers qui ont été réalisés où chacun remonte ses usages, quels sont les besoins, quels sont les freins, pour que ce soit le plus, j'ai envie de dire, que ce soit le reflet de votre manière de fonctionner. Ça, c'est important qu'on le prenne en compte. Tu peux passer à la slide suivante, Bernard. On va pouvoir également mettre en place un support pour les utilisateurs. Enfin, un support, ce sont en fait des supports, ce sont soit des aides aux utilisateurs, des conseils, des tutoriels, une checklist de besoins par exemple. On va être en mission d'assistance pour vraiment vous accompagner et répondre à vos besoins, que ce soit sur des questions fonctionnelles, sur la mise à disposition de ressources, des guides, des tutoriels. Donc tout est possible. L'objectif étant que ça corresponde à vos contextes, à vos besoins, à la manière dont vos utilisateurs fonctionnent. Et typiquement, on va pouvoir mettre par exemple des box d'ambassadeurs et un réseau d'ambassadeurs qui vont être en fin de compte les personnes un petit peu, on va dire, qui ont une appétence peut-être un peu plus sur le numérique, ou en tout cas une curiosité, et qu'on va pouvoir former. Donc avec différents types de ressources, des fiches, une fiche de mission, des préconisations, des communications, les informer régulièrement, faire des points d'avancement réguliers, avoir des feedbacks pour que eux puissent après, sur le terrain, être les ambassadeurs auprès de leurs collègues. Et en fin de compte, ça fait un petit peu effet boule de neige. On va former quelques ambassadeurs pour au final toucher l'ensemble des enseignants, des formateurs. Et sur le type de formation, vraiment pour démocratiser l'usage, on va proposer différents formats, que ce soit du format en présentiel, des formations qui vont être très contextualisées, basées sur des cas d'usage concrets, sur des scénarios bien précis. Ça peut être des workshops, des rencontres, souvent autour de showrooms, mais également sur plutôt une partie distancielle, donc de webinars, de formations en ligne, mise à disposition de tutoriels, de FAQ. Voilà. Donc, il y a une multitude de choses qui peuvent être faites, et ça, c'est défini, j'ai envie de dire, dans un cadrage avec des personnes, justement. On co-construit ensemble le dispositif d'accompagnement qui sera proposé par la suite. Merci Sandrine. Alors, on a intégré quelques exemples d'accompagnement anonymisés par rapport à ce qui a été fait, et spécifiquement dans le domaine de l'éducation. Donc, juste pour vous dire, vous les retrouverez dans la présentation, juste pour vous dire que aujourd'hui, notre expérience, elle est assez souvent sur des écoles supérieures d'enseignement, donc notamment des écoles de commerce. Donc, on a pas mal d'accompagnement, soit ponctuel, soit dans la durée, au niveau de ces établissements d'enseignement supérieur, qui ont des enjeux aussi vis-à-vis des étudiants, qui sont quelque part leurs clients. Donc, ils leur doivent un environnement, une expérience numérique sans couture. Donc là, vous retrouvez quelques exemples d'accompagnement. On a participé à un programme financé et mis en place par Microsoft à la rentrée dernière, qui s'appelle Microsoft Back to School, qui était à destination de quelques écoles de commerce, où en fait on était nous en sous-traitance de Microsoft pour animer des formations distancielles, à la fois pour les enseignants, pour les étudiants et pour le personnel administratif. Donc tout ça dans un contexte Office 365.
Donc là, vous retrouvez quelques illustrations de ce qui a pu être fait. Sachez qu'on accompagne également actuellement Monaco, Axel en a très bien parlé. Donc on souhaiterait faire la même chose sur des établissements en France. Pour l'instant, on a un peu de mal, notamment lié à des aspects de gouvernance entre les collectivités, l'académie et les établissements eux-mêmes, mais on ne désespère pas. On intervient également dans des centres de formation en soins infirmiers qui mettent en place spécifiquement des environnements pour leurs étudiants, infirmières et aides-soignantes. Voilà, on a des projets dans le domaine des écoles primaires, notamment un projet qui devrait émerger prochainement, où là, il va être question notamment d'environnement de collaboration, mais aussi de gestion de postes de travail Windows 10 de façon moderne avec Intune. Donc les opportunités d'accompagnement sont importantes. C'est des sujets qui sont à la fois techniques, de gouvernance et d'accompagnement au changement dans les pratiques pédagogiques. Donc, ce n'est pas des sujets faciles, mais je pense que ce sont des sujets à fort enjeu et à fort potentiel d'amélioration de l'enseignement dans ces contextes sous contrainte. Je crois qu'il y avait des questions. Ouais, pour la partie Romaric, si on y a déjà répondu ou pas, je ne sais pas. On avait recensé une à travers le questionnaire qui était une personne qui manquait d'outils de type tutoriel et qui souhaitait savoir comment accompagner ses étudiants pour ce faire. Et si vous avez d'autres questions, là, il nous reste 3 minutes pour y répondre. N'hésitez pas à travers le chat. Ah, donc tu vois qu'on est bien en termes de timing. On est bien en timing. Je sais pas, sur cette question, il existe pas mal d'éléments déjà existants sur la plateforme Microsoft. Après, voilà, nous on intervient aussi pour les contextualiser et les personnaliser, voire les synthétiser. Donc il y a déjà beaucoup de choses disponibles gratuitement, ou beaucoup de choses dont on dispose nous et qu'on peut personnaliser de façon à accélérer l'adoption, parce que voilà, ça nécessite. Après, de l'expérience peut-être que Sandrine peut nous donner, c'est vrai que l'accompagnement, soit en petits groupes, soit individualisé, une fois que les acquis sont garantis, les acquis, les fondamentaux, ça semble quand même porter ses fruits, parce que chaque enseignant a sa matière, a ses particularités, a ses habitudes, et a aussi besoin d'être, je pense, rassuré par rapport à l'utilisation de ces plateformes, qui ne sont pas forcément non plus des plus intuitives dans leur globalité, hein. Donc peut-être que Sandrine, tu veux apporter un commentaire avant qu'on termine le webinaire là-dessus. Oui, non, c'est très juste ce que tu dis, hein. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui ont des matières un peu spécifiques. On n'a pas tous la même façon d'utiliser. On n'a pas tous les mêmes usages sur les outils. Il y a des spécificités liées aux matières enseignées. Ce qui est sûr, c'est que souvent, les formations qu'on va mettre à disposition sont appréciées, mais il y a cet aspect aussi où à un moment donné, il va falloir tester. Et c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur des différents, que ce soit des guides, que ce soit sur après un support utilisateur, sur des questions fonctionnelles, c'est très important parce que ça peut être un petit peu anxiogène, en effet, d'omettre en tout cas, de ne pas penser vraiment aux dispositifs d'accompagnement pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants, puisque après, c'est assez global, hein, et c'est en fin de compte toute la communauté éducative qu'il faut accompagner sur ces sujets-là. Merci beaucoup. En tout cas, il reste 1 minute, donc on est plutôt bien. Merci à tous les trois pour votre parole et Axel notamment pour son retour d'expérience.